Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents donc pour ce nouveau temps fort d'un MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, toujours au plus près des sujets qui vous concernent. Et ce matin, eh bien, c'est l'actualité qui va nous animer lors de cette assemblée générale avec un éclairage sans langue de bois. Et nous y tenons sur cette question donc de l'énergie dans l'économie, dans notre sublime région Auvergne-Rhône-Alpes et avec tous les enjeux liés. Alors, thématique brûlante, précisons-le, qui a été choisie bien avant que Total Energy, Engie et EDF lancent dans une tribune dimanche dernier un appel aux Français et aux entreprises d'ailleurs, pour qu'ils réduisent dès à présent leur consommation d'énergie afin que l'on puisse reconstituer les stocks de gaz avant l'hiver. Donc il va falloir faire preuve de sobriété énergétique et pas que, justement. On va en parler tout au long de cette matinée. Mon métier, c'est de faire parler celles et ceux qui savent. Et pour aller plus loin sur ce sujet, énergie et compétitivité, eh bien en plateau avec nous dans un instant, un homme politique de tout premier plan qui s'est saisi du sujet et de la question. Il s'agit de Bernard Accoyer, que je salue, qui sera avec nous dans quelques minutes. Donc, une scientifique qui dirige un organisme de recherche de renommée internationale, Cécile Barretreka. Bonjour, merci également d'être avec nous. Puis Jérôme Tessier, chef d'entreprise, expert et président du comité énergie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, sera là pour m'accompagner sur cette table ronde. Voilà, autre invité de marque et nous le saluons, Patrick Martin, le président délégué du MEDEF, avec nous ce matin pour son regard sur ce sujet de l'énergie, mais pas que, sur une actualité, Patrick, qui est dense. Vous êtes sur tous les fronts. Merci d'être à Lyon également ce matin ici à l'Embarcadère. On est là donc ensemble pour prendre le temps, pour décrypter, pour s'élever et pour ouvrir cette assemblée générale. Merci d'accueillir Jean-Luc Renichet, le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Oh, que d'applaudissements, Jean-Luc! Aussi bien que Mick Jagger au Groupama en juillet prochain. Mieux même, mieux. Jean-Luc, je le disais, à l'Assemblée Générale 2022, placée sous le signe donc de la réindustrialisation, de la relocalisation, de la souveraineté économique. Ce que je crois comprendre, et vous allez nous le dire, c'est-à-dire que le MEDEF enfile son costume de gladiateur et repart en conquête. Oui. Bon, à défaut d'un costume de gladiateur. Je ne sais pas si c'est un costume de gladiateur. C'est pas un costume de combattant. Oui, c'est un combattant. Non, ce qu'on peut dire, c'est pour évidemment, parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'entendre nos débatteurs. Nous sortons d'une crise majeure, nous sortons et nous entrons et nous poursuivons. Nous vivons dans une situation de crise, de successives et qui se poursuivent. Donc celle de la Covid, bien sûr, celle de la guerre en Ukraine, et à cet instant, bien sûr qu'il faut avoir une pensée pour les Ukrainiens qui souffrent, tout en pensant que politiquement, il fallait prendre les mesures qui ont été prises. Évidemment, nous ne pouvions pas faire autrement. Il n'en demeure pas moins que les sanctions prises à l'égard de la Russie, et bien sûr qu'il ne s'agit pas de les remettre en cause et en question, auront certainement des conséquences extrêmement fortes sur l'Europe et sur notre pays, et sans doute malheureusement plus que sur la Russie elle-même, qui est un peuple résilient et qui saura certainement, qu'il l'a déjà fait, et qui saura certainement se tourner de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la Chine ou de l'Inde. C'est un mal pour un bien. Nul n'aurait souhaité évidemment ces crises et encore une fois qui se poursuivent. Eh ben, c'est un mal pour un bien parce que c'est peut-être l'occasion aussi, et beaucoup d'entre nous ont toujours cru à l'industrie, bien sûr, à l'industrie en France, à la production en France. Force est de constater depuis un certain nombre de décennies, nous sommes désindustrialisés, délocalisés et désindustrialisés. Eh bien, l'heure est venue de retrouver une souveraineté économique complète, et qui dit complète, dit avec de l'industrie, une industrie forte, absolument indispensable. On s'est rendu compte tous lors de la crise Covid de 2020, eh bien, que nous manquions de gel, de masques, de paracétamol qui étaient fabriqués en Chine. Donc voilà, prenons cela encore une fois, nul n'aurait souhaité cette crise, mais d'un mal pour un bien. Jean-Luc, quand le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes choisit cette thématique énergie et compétitivité, cela non seulement fait sens évidemment, mais vous affichez un peu plus encore toute votre détermination à être un acteur du changement?
Un acteur du changement, en tout cas, on constate évidemment une crise énergétique, hein, ça sera bien sûr développé tout à l'heure. Ça a des conséquences absolument colossales, considérables sur l'ensemble de nos concitoyens, mais nos entreprises, et avec des disparités aussi considérables, puisque certaines de nos industries sont énergivores, électro-intensives, ou j'allais dire ou gazo-intensives, et ça pose des problèmes de compétitivité, au-delà du problème d'approvisionnement, bien sûr, ou des problèmes d'approvisionnement qu'on risque de subir. Vous avez vu la tribune des 3 grands dirigeants d'opérateurs énergéticiens, et donc effectivement, c'est un enjeu absolument majeur. On a su gérer l'inflation sur les matières premières, enfin on a su les gérer plus ou moins bien, ça dépend des cas, mais de toute façon, on a été confronté à l'augmentation des matières premières, d'ailleurs bien avant la crise ukrainienne, hein, puisque ça date de l'année dernière. On a su globalement répercuter, et nous n'avions d'autre choix que de le faire, répercuter les prix, les hausses de prix sur les prix de vente. Mais effectivement, l'énergie vient maintenant. Beaucoup de nos industries, et comme on veut la réindustrialisation, voire la relocalisation, beaucoup de nos industries consomment beaucoup d'énergie. Donc il va falloir trouver les solutions. Et bien sûr, alors, je ne vais pas dévoiler la suite des entretiens, mais que le rendez-vous du nucléaire est indispensable, avec toutes les erreurs d'ailleurs récentes encore, hein, les erreurs récentes, mais je crois que Bernard Accueillet en parlera mieux que moi, sur la fermeture de Fessenheim, la réouverture des centrales à charbon, et vous voyez qu'on ferme sans la fermer la centrale à charbon de Moselle, et les Allemands, nos amis allemands, rouvrent leur centrale à charbon. Merci pour ce teasing, Jean-Luc Renichet. Restez avec nous. Ce matin, dans l'Assemblée, je vois beaucoup de patrons, de présidents de fédérations, de décideurs, le monde est économique. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est malheureusement absent dans un agenda chargé, mais il a quand même tenu à vous laisser ce message. Jean-Luc Renichet. Je voulais vous adresser un tout petit mot au moment où vos travaux commencent. Ce mot, c'est d'abord un mot de remerciement. Un mot de remerciement pour Jean-Luc, un mot de remerciement pour les équipes du MEDEF, un mot de remerciement pour nos entrepreneurs. Jean-Luc est un ami. Tout au long de la période très difficile qu'on a traversée du Covid, et aujourd'hui avec les crises d'appro et de coût de l'énergie, à chaque fois, on a travaillé ensemble. Avec nos réseaux consulaires, avec le MEDEF, avec la CPME, et on additionne nos forces. J'ai énormément de chance d'avoir Jean-Luc. Vous connaissez ma conviction. L'ADN de notre région, c'est l'entreprise. L'ADN de notre région, ça doit être le travail. L'ADN de notre région, c'est la réussite et la prise de risque. Nous, on est le moteur économique de la France. On est dans les 5 régions industrielles les plus puissantes d'Europe. Et c'est ça qui fait notre force. Et notre façon de travailler, c'est additionner public et privé. Comme on l'a fait dans le lancement du Fonds souverain, qui est un gigantesque succès. Comme on le fait sur la politique de soutien de la région aux relocalisations industrielles. Comme on le fait ensemble pour aider nos PME familiales à grossir et à devenir des ETI qui se déploient à l'export. Cette réussite, c'est la vôtre. C'est celle qu'on construit en commun. Et je suis immensément fier de notre région. Parce que ma conviction, c'est qu'en France, chez nous, c'est ce qui tient. C'est l'exemple de ce que peut être la France si jamais elle reposait sur des belles valeurs et si dans notre pays, au lieu de valoriser l'assistanat, on valorisait le travail et l'entreprise. Vous allez avoir un débat sur un sujet fondamental qui est celui de l'énergie. Comment trouver demain pour nos industries des sources d'énergie décarbonées qui leur permettent d'être compétitives tout en s'insérant dans l'écologie de demain. Sujet essentiel, parce qu'il y a 2 approches de l'écologie. L'écologie stupide, idéologique, de la décroissance, qui croit qu'on résoudra les problèmes en tournant le dos à la science. Et l'écologie positive, qui repose sur le progrès, l'investissement, qui croit qu'au contraire, ce sont des nouveaux secteurs qui s'ouvrent et qui peuvent permettre à nos entreprises tout à la fois de protéger la planète et de gagner des emplois. Mais la réponse, elle est évidemment dans la défense aussi de l'énergie nucléaire. Bernard Accoyer en parlera mieux que moi, mais regardez la folie qu'ont fait les Allemands. Avec une énergie aujourd'hui qui est 10 fois plus carbonée que la nôtre et plus chère que la nôtre. Dans notre région, cette question est fondamentale. D'abord parce que nous avons une filière nucléaire. Ensuite, parce que cette énergie nucléaire, si les bonnes décisions avaient été prises, permettrait de faire bénéficier à nos entreprises d'une énergie beaucoup moins chère. On a perdu 5 ans, et ces 5 ans, on les voit aujourd'hui sur notre facture d'électricité. Il est urgent de corriger les choses. Il est urgent d'arrêter de prendre, en matière d'écologie, des décisions absurdes qui ne reposent pas sur la science. On est une terre d'industrie, on est une terre de science,
On est une terre de progrès. Et mon souhait le plus ardent, c'est qu'Auvergne-Rhône-Alpes montre qu'on peut tout à la fois croire dans l'industrie et montrer qu'on arrive, en gardant nos industries, à protéger l'environnement et à être un modèle. Un modèle pour l'initiative économique et un modèle pour l'environnement. C'est la mission qu'on a et qu'on peut réussir. C'est celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, la plus belle région de France. Bon, les applaudissements, donc ça se passe de commentaires en effet. Il aurait fait défenseur central à l'ancienne, Laurent Wauquiez, des tacles au niveau de la gorge. Cependant, quelques réactions, sur quoi vous voulez réagir là, Jean-Luc Renichet? Non, moi, j'ai pas de réaction. Les propos étaient élogieux. N'ayez pas de doute que je n'ai rien versé pour avoir ces propos. Mais la seule chose que je puisse dire, c'est qu'effectivement, le chasser en meute fait sens sur notre territoire et la région a souhaité, alors bien sûr qu'on a des partenariats extrêmement importants avec l'État, et la région a souhaité mettre en place ce qu'on appelle le G6 de la relocalisation. Bon, c'est un peu grandiloquent, mais ça illustre de façon marketing ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire essayer de mettre tout en œuvre pour réindustrialiser, voire relocaliser quand c'est possible, quand les facteurs de compétitivité sont bien sûr réunis. En tout cas, réindustrialiser notre belle région pour retrouver cette souveraineté économique et puis évidemment donner un dynamisme à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la France en général. Merci Jean-Luc Renichet, merci beaucoup pour cette ouverture. Je sais que vous allez être très attentif donc à tout ce qui va se dire lors des échanges de la table ronde et on vous retrouvera tout à l'heure avec Patrick Martin pour la conclusion de cette conférence. Écologie positive qui repose sur le progrès, la science et l'investissement. Je cite Laurent Wauquiez, bien nous allons en parler. Vous l'avez compris, pas de discours hors sol, du concret pour entrer dans le vif du sujet et pour bien poser le débat. Merci d'accueillir Jérôme Tessier, donc chef d'entreprise, Naldeo et président du comité énergie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Il a droit à des applaudissements aussi, Jérôme. Non? Voilà. Tiens, Jérôme, viens. Jérôme, on plante le décor avant d'accueillir nos invités pour la table ronde. Première question, le comité énergie au sein du MEDEF Aura, il existe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui encore, il a quelle vocation ? Oui, merci Philippe. Merci à Jean-Luc d'avoir mis ce sujet majeur à l'agenda de notre Assemblée générale. Je suis impressionné par toute cette Assemblée. Donc, je suis président de Naldeo, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'énergie et le climat, de 250 personnes qui travaillent à la fois dans les territoires et les industries. Et je suis également, et j'ai l'honneur d'être le président du comité énergie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est en effet un comité assez ancien. Il a été créé il y a plus de 20 ans. Et alors, c'était quoi l'idée ? C'était de rassembler dans un même comité ou une même commission tous les acteurs de l'énergie. Donc, on a des grands groupes, des ETI, des PME, on a des pôles de compétitivité, on a des centres de recherche, on a des branches professionnelles. Et on fait quoi ? Ça allait être mes questions. Qu'est-ce qui en ressort ? Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? On essaye de conseiller les décideurs privés et publics pour conserver le leadership de notre région. Donc là, c'est un peu difficile de ne pas se parler après nos deux présidents du MEDEF et de la région. Mais pourquoi on est une région leader ? On est leader parce qu'on est la première région énergétique de France et on est la première région d'électricité décarbonée d'Europe. Pourquoi on est comme ça ? Pour plusieurs raisons. Je veux déjà citer le fait qu'on est les inventeurs de l'hydroélectricité. On l'oublie. Aristide Bergès, dans le 19e siècle, papetier, qui a créé la première centrale hydroélectrique, qui aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, on produit 50% de l'hydroélectricité de France, qui est la première source d'énergie renouvelable. Donc je pense, n'oublions pas que nous sommes des leaders en hydroélectricité. Évidemment, on est des leaders en nucléaire, on est le berceau de l'industrie nucléaire, on en parlera longuement. On est la seule région de France qui a 4 centrales nucléaires, et j'espère 1 ou 2 EPR, mais ça on aura l'occasion d'en discuter lors de la table ronde. Troisième élément, on a des centres de recherche à impact mondiaux. J'en cite 2 qui sont dans le top 100 mondial des centres de recherche. Le CEA à Grenoble, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est remarquable, qui est un centre de recherche incroyable. Je cite également l'IFPEN, et j'aurais même cité, si Cécile n'était pas membre du panel, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui est un centre remarquable, également basé à Lyon. Enfin, dernier sujet, en termes technologiques, on est à la pointe. Juste 2 chiffres, on a déposé 50% des brevets de Smart Grid au niveau français dans les 5 dernières années, et on a 80% des boîtes dans l'hydrogène qui sont basées en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, leadership clair de la région. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne va pas vous surprendre, et je termine par ça. Notre priorité, c'est les compétences.
Évidemment. En fait, on a lancé une initiative pour faire connaître les métiers de la transition énergétique dans les collèges et lycées. En fait, il faut démarrer très tôt parce qu'on s'aperçoit que les jeunes 3e, seconde ne savent pas où aller. Et donc, en fait, on est en lien avec l'initiative École-Entreprise du MEDEF qui est très pertinente et percutante dans l'ensemble des territoires pour connecter à cette initiative tout un tas d'éléments sur la transition énergétique. Et on a développé aussi des jeux. Donc un jeu des métiers, un jeu du climat, pour que les jeunes puissent s'approprier ces sujets. Notre vocation, c'est que les jeunes qui sont tous hyper engagés sur le climat, vous avez tous des enfants ou des nouvelles recrues dans vos entreprises, voient aussi ça comme un métier. Bon, c'est bien d'être engagé au niveau personnel, mais c'est bien aussi d'essayer de changer les choses, donc d'en faire un métier. Et il y a des métiers pour les 40 prochaines années dans ces secteurs. Donc on essaie de faire comprendre ça à des élèves de 3e et de seconde. Jérôme, on a bien compris à quoi servait et quelle était la vocation de ce comité au sein du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. On y va sur le mix énergétique, évidemment, sujet plus que d'actualité. Il est essentiel pour bien comprendre la situation encore et préparer la table ronde. Et parfois, son urgence, de faire un point sur au moins 3 enjeux brûlants et parfois contradictoires. 1, décarboner et atteindre cette fameuse neutralité carbone à horizon 2050. L'indépendance énergétique, sujet brûlant depuis le début de l'année et le conflit en Ukraine. Et puis, les prix de l'énergie et de la compétitivité, on est en plein dans le sujet. Où est-ce qu'on en est en 1 minute 30, je te mets la pression. Où en sommes-nous en France et globalement en Europe, même si Bernard y reviendra tout à l'heure, Bernard Accoyer? Oui, alors là c'est la pression, là, parce qu'on parlait du mix énergétique en 1 minute. C'est le défi. Je vais essayer de faire ça en 3-4 minutes. Vas-y. Donc déjà, l'énergie n'est pas l'électricité. On va parler des deux aujourd'hui. Donc là, je vais vous parler du mix énergétique. C'est aussi l'essence de vos voitures, c'est le gaz de vos chaudières, etc. Et c'est évidemment l'électricité qui est un élément majeur du mix énergétique. Déjà, une bonne nouvelle, on a un mix énergétique vertueux en France. Il faut se le dire. En fait, on émet 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et on est 3% du PIB. Donc on est un des pays les plus vertueux de la planète. Pourquoi on est vertueux? Si vous regardez au niveau mondial, dans le mix énergétique mondial, vous avez 80% d'énergie carbonée, 80% aujourd'hui. Donc 80% de charbon, de pétrole, de gaz et 20% d'énergie décarbonée. Donc le nucléaire, les énergies renouvelables. 80-20. En France, ce 80-20, c'est 68-32. Donc on a 68% d'énergie carbonée et 32% d'énergie décarbonée. Grâce à quoi? Et on y reviendra longuement. Grâce au programme nucléaire français, grâce à notre potentiel hydroélectrique, ce qui fait qu'on est un mix énergétique à la base plus vertueux. Néanmoins, Philippe, tu le rappelais, on est confronté à une évolution. Et il y a, comme dans tous les sujets complexes, il faut concilier 3 paramètres contradictoires. Décarbonation, indépendance énergétique et prix de l'énergie. Comment on fait? Alors, sur chacun de ces paramètres, on a des enjeux. Et c'est tout le débat de la table ronde de voir comment on concilie tout ça. Premier paramètre, la décarbonation. On ne décarbone pas assez vite. Donc c'est le fameux Fit for 55 de l'Europe. Donc en fait, l'idée de ça, c'est de réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. On est sur la période 1990-2030, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, sur cette période de 40 ans, on a déjà fait 30 ans. Dans les 30 premières années, on a baissé de 23%. Si vous êtes bon en maths, ça veut dire qu'il reste 32% à faire en 10 ans, alors qu'on a fait 23% en 30 ans. Je ne fais pas des règles de 3 pour savoir à quel moment il faut accélérer, mais il faut accélérer. Et accélérer intelligemment, évidemment, parce qu'on ne va pas non plus... Donc l'enjeu est majeur, et à titre personnel, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, vous émettez personnellement 10 tonnes de CO2 par an. Il faudra passer progressivement à 2 tonnes. Donc, ouais, à titre personnel, il faut aussi diviser par 5 notre empreinte carbone. C'est ça, premier sujet. Donc sujet carbone. Deuxième sujet, indépendance énergétique. Et à la limite, c'est Jean-Luc qui disait de tout bien, il y a un bien dans toute chose. La crise en Ukraine a remis ce sujet sur la table, qu'on avait un peu oublié et qui avait été le sujet de tous ceux qui avaient lancé le programme nucléaire français. Quand vous relisez les discours de l'époque, dans les années 80, le premier sujet qui arrivait sur la table, c'est indépendance énergétique. Et on avait un peu oublié que le monde n'est pas si sûr que ça, etc. Et donc l'indépendance énergétique revient en haut de la pile. Et c'est très bien. C'est-à-dire comment on arrive à avoir un mix énergétique indépendant. Et l'Europe a enfin compris que c'était un sujet. Puisqu'on commence à discuter au niveau de l'Europe d'un truc qui s'appelle Repower Europe, qui est enfin un truc où on se dit il faut peut-être s'arranger pour être autonome. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, les prix. Évidemment majeur, parce que sinon on n'a pas d'industrie si les prix sont élevés. Juste pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'énergie, moi qui suis dans ce secteur depuis 40-30 ans, on va dire, le prix du pétrole a été multiplié par 2. On est passé de $60 le baril à $120 le baril. Le prix de l'électricité a été multiplié par 3.
On est passé de 70 euros par mégawattheure à 210 euros par mégawattheure. Et le prix du gaz a été multiplié par 10 à 15. C'est gigantesque. On n'avait jamais vu ça. Hein. Passer de 20 à 200, 300. Donc, face à ça, et je pense qu'il y a des experts qui vont pouvoir en parler plus que moi, je pense que le premier point, c'est que ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a déclenché ça. Ça, je pense qu'il faut que vous ayez bien ça en tête. Hein. Les tendances de prix, elles étaient là bien avant la guerre en Ukraine. Dans le semestre, le deuxième semestre 2021, les prix commençaient à beaucoup monter pour des raisons de marché. Donc la crise en Ukraine est venue en plus donner un facteur perturbant additionnel. Donc ça, premier point. Deuxième point, il y a un aspect conjoncturel dans les prix d'aujourd'hui, mais il y a aussi un aspect structurel. Je pense qu'il faut que tous les entrepreneurs industriels qui sont dans cette salle le comprennent. C'est-à-dire qu'il va y avoir un prix de l'énergie qui probablement va être durablement plus élevé que celui qu'on a pu connaître. Donc ça veut dire que la tribune dont tu parlais est d'actualité. Hein. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut déjà commencer par se dire comment on peut consommer moins. Effectivement. J'ai pas tenu en une non, minute. Non, c'est pas grave. C'est très intéressant. Très intéressant, évidemment. Je ne suis pas un spécialiste. Je comprends tout ce que tu dis. Donc, c'est bon signe. Troisième question, et avant d'accueillir encore une fois nos invités, justement, dans ce contexte, et tu parlais des entreprises. Pour les entreprises, quels sont les leviers à actionner, les réflexions à tenir pour, comme aime le dire Geoffroy Roux de Bézieux, avoir un capitalisme décarboné? Je pense que c'est un très bon terme. Il faut qu'on arrive à concilier les deux impératifs. Donc, je pense que le capitalisme décarboné me paraît tout à fait bien senti. Bon, il y a plein de mesures qu'une entreprise peut prendre, et je pense que ce sera repris tout à l'heure dans la table ronde. Enfin, moi, j'en vois trois qui me semblent importantes. Il faut électrifier l'économie, électrifier nos activités. En fait, vous avez vu dans mes chiffres tout à l'heure que l'électricité, c'est 30% du mix. Il faut que ça passe à 50-55%. Parce qu'on sait faire de l'électricité décarbonée. Donc autant en utiliser plus. Donc comment on électrifie? On fait du chauffage électrique, on fait du transport électrique. On essaie d'électrifier les process industriels quand on le peut. On a des fours à gaz, on fait des fours électriques. Donc ça, c'est le premier sujet. Électrifier l'économie. Deuxième sujet, il faut consommer moins. Sobriété, efficacité énergétique. Et là, il faut mettre plus de digital. Enfin, moi, je passe un message. Il y a beaucoup de sites qu'on visite, nous, où les patrons ne savent pas exactement ce qu'ils consomment. Ils ont la facture globale, mais ils ne savent pas où c'est. Donc, ça coûte quasiment rien de mettre des capteurs pour mesurer ce qu'on consomme, que ce soit en eau, en électricité, en gaz, en air comprimé, etc. Donc, mesurez et vous vous améliorerez. Ça, c'est la règle. Et puis, économie circulaire. On a des déchets industriels, alors maintenant on sait les incinérer pour refaire de l'électricité. On a de la chaleur fatale dans les usines qu'on peut récupérer pour chauffer. Enfin bon, je veux dire, il y a toute une réflexion autour de l'économie, efficacité, économie circulaire. Et puis dernier point, il y a la technologie. J'adhère totalement au discours qui a été fait. Moi, je ne suis pas du tout décliniste. Je pense qu'on va trouver d'autres solutions. Et il y a des technologies nouvelles extraordinaires qui sont en train d'être mises en place. J'en cite deux où on est très très bon en Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'arrête là, je rassure. La méthanisation. On est très très bon en méthanisation. On sait faire du biogaz, on sait faire du gaz décarboné à partir de déchets agricoles, à partir d'ordures ménagères, etc. Et puis, deuxième, l'hydrogène. Bon, je pense qu'on en parlera longuement. L'hydrogène reste un sujet qui est évidemment majeur. Et puis, tous les nouveaux nucléaires, que ce soit l'EPR, les SMR, etc. Enfin, bon, je veux dire, il y a des tas de technologies qui vont nous permettre d'avancer sur cette voie. C'est précis, c'est factuel. Merci Jérôme Tessier pour cet état des lieux. Tu restes avec nous, évidemment. Reste avec nous, on accueille Cécile Barrère-Tricas, donc directrice IFP Énergie Nouvelle Lyon et vice-président du pôle de compétitivité Accéléra, vous pouvez. Et Bernard Accoyer, donc ancien président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Bernard, mettez-vous ici. Effectivement, ancien député de Haute-Savoie et vous dirigez l'association Patrimoine Nucléaire et Climat France. Le temps de se mettre en place, tout le monde a un micro, soyez les bienvenus. L'introduction était là pour planter le décor. On va continuer d'échanger avec vous. Et dans un premier temps, Cécile Barrère-Tricas, je le disais, vous êtes directrice de l'IFP Énergie Nouvelle Lyon et vice-présidente d'Accéléra, un institut de pôle de compétitivité. Deux bonnes raisons de nous en parler un tout petit peu plus en détail, l'IFP et Accéléra. Merci pour cette invitation déjà. Donc IFP Énergie Nouvelle, effectivement, on est un organisme public de recherche et d'innovation, mais on est également une école d'application pour ingénieurs qui s'appelle IFP School, et également un groupe industriel avec des filiales et des participations dans un certain nombre de jeunes entreprises innovantes. Notre champ d'action, il est international. Ça veut dire que les technologies que développent nos chercheurs, elles ont vocation à être mises sur le marché dans le monde entier et dans le domaine de l'environnement, de l'énergie et des transports.
Donc on est un très gros déposant de brevets. Je pense qu'en région, on fait partie des plus gros déposants de brevets. Et on a la fierté d'avoir été classé l'année dernière 4e organisme au niveau mondial sur les technologies bas carbone en termes de nombre de dépôts de brevets sur les 20 dernières années. C'est en Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement. Et sur Accélera, le pôle de compétitivité? Alors, sur Accélera, donc Accélera, c'est le pôle de compétitivité de référence des filières chimie et environnement. Et depuis 2005, il accompagne ses adhérents pour accélérer leurs innovations, leur développement au service de la création de valeur, de la création d'emplois, pour aller vers une société plus durable. Et aujourd'hui, c'est 400 adhérents, dont 80% sont en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on peut vraiment dire que ce réseau performant contribue au développement et à l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour revenir sur l'IFPEN, juste en 2-3 exemples concrets, que faites-vous et surtout autour de quoi tournent ces recherches? Alors on a 4 grands domaines à IFPEN aujourd'hui. Le premier, c'est l'environnement, l'économie circulaire et le climat. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qu'on développe sur le captage, stockage, utilisation du CO2, le recyclage du plastique, le recyclage des métaux, dont les batteries, la surveillance environnementale, et d'autres sujets encore. Le deuxième domaine, ça va être les énergies renouvelables, avec notamment les biocarburants avancés, la chimie biosourcée à partir de déchets de l'agriculture et des forêts, l'énergie renouvelable, l'éolien en mer, et puis également le stockage d'énergie, le management de l'énergie et l'hydrogène. Et le dernier sujet, la mobilité durable, avec l'électrification du véhicule. On travaille à la fois sur les moteurs électriques, sur les batteries, on travaille sur la mobilité hydrogène, pile à combustible, moteur thermique, et sur la mobilité connectée. Et puis dans vos autres missions, il y a aussi, je crois, Cécile, cette volonté affichée de soutenir des entreprises qui innovent. Oui, en fait, une de nos missions à IFP Énergie Nouvelle, c'est l'accompagnement de PME et de start-up innovantes. Dans ce cadre-là, on a accompagné sur les 30 dernières années environ 400 entreprises, ce qui a contribué à la création de 1200 emplois, notamment en région. Et je peux citer actuellement quelques PME start-up qu'on accompagne en région, Naturamol, Funcell dans le domaine des bioprocédés, ou encore IceApp qui développe des serious games dans la transition énergétique. Également, si je peux me permettre, allez-y, on a aussi un tout ce que vous voulez. dispositif d'incubation au sein d'IFPEN qui permet à nos chercheurs, entrepreneurs dans l'âme, de pouvoir créer des startups. Et notamment, l'année dernière, on a un chercheur qui a créé une startup, TechCare, dans le domaine de déplacement de charges lourdes avec assistance électrique innovante pour les hôpitaux et pour aider les brancardiers. Merci Cécile pour cette présentation. IFPEN, Accélera, évidemment. Bernard Accoyer, vous affichez clairement la couleur dans ce livre, Une affaire d'État, le sabordage du nucléaire français, sorti début 2022. C'est carrément un plaidoyer, n'ayons pas peur des mots, pour la relance de la filière nucléaire française. Et si je vous lis bien, c'est plus qu'indispensable, selon vous, pour répondre aux questions en énergie décarbonée. Vous l'assumez ? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour cette invitation et qui tombe à pic sur l'enchaînement entre énergie, compétitivité et ce qui se passe pour ce qui est de notre filière énergétique au sens général du terme et plus spécialement de la filière nucléaire. Bon, je suis tombé dans ce sujet tout simplement parce que l'administrateur général, le haut commissaire plutôt énergie atomique, Yves Bréchet, m'a appelé quand j'ai terminé mes derniers mandats locaux pour me dire: vous êtes un des rares parlementaires qui vous êtes occupé de la question science et décision publique. On a besoin de vous pour alerter vos ex-collègues élus de ce qui va se passer quand on aura fermé les 14 réacteurs. On venait de fermer le 2e réacteur de Fessenheim. Et effectivement, je suivais ce sujet depuis longtemps, mais de façon beaucoup moins pointue. J'ai plongé dans le sujet et j'ai découvert non pas le sabordage, mais la tentative de sabordage, parce que, heureusement, la filière n'est pas morte, elle est loin d'être morte, tout n'est pas perdu, mais il faut se réveiller le plus vite possible, parce qu'effectivement, sans l'énergie nucléaire, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs de décarbonation, ni même le maintien de nos capacités industrielles. Ouais, on va demander s'il est possible en régie d'augmenter un tout petit peu le son du micro de Bernard Accoyer.
Oui, non, mais on va le mettre là comme ça, tenez. Ils vont vous le monter, pas de souci. Précision, temps de questions-réponses après cette table ronde. Hein. Donc vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à faire vivre cette Assemblée Générale sur les réseaux sociaux et notamment le compte Twitter du MEDEF Aura. On revient avec vous, Bernard Accoyer. Vous avez donc clairement remis le nucléaire au cœur du sujet. Sujet confirmé d'ailleurs par le président de la République à travers l'association Patrimoine Nucléaire Climat que vous présidez. OK. Le constat, on le lit, on vous entend, on vous écoute. Maintenant, que fait-on? Que fait-on, Bernard Accoyer? Comment expliquez-vous, par exemple, que plus de 40% du parc est à l'arrêt? Je pense qu'il faut d'abord remonter en amont. Ça fait plus de 20 ans que la France a désinvesti dans le nucléaire et s'est tournée exclusivement vers les énergies renouvelables dont on a besoin, dont je suis un partisan. Mais il se trouve que la France a un atout qui fait d'elle, comme cela a été dit tout à l'heure par Jérôme, le leader des pays du G7 en matière d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Nous avons un trésor scientifique, nous avons un patrimoine industriel, nous avons 200 000 salariés, plusieurs milliers d'entreprises remarquables. Elles se désolent de voir ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années par militantisme politique. Et c'est ce que je développe dans mon bouquin. Donc ce qui a été fait dans un sens, c'est-à-dire le nucléaire bashing, il faut le refaire dans l'autre sens. Mais le mal est profond. Et quand vous me dites, y a-t-il une solution immédiate? Je dis non, c'est une solution qui doit d'abord démarrer immédiatement, mais qui va mettre longtemps à relancer cette lourde machine. Combien de temps? Pour le temps qui s'écoule entre la décision de construire un nouveau réacteur et son couplage au réseau, c'est une quinzaine d'années. On a rajouté 2 ans par un décret de 2006 qui n'était pas tout à fait innocent, parce que ça s'inscrivait dans le nucléaire bashing. Et ça peut être réparé rapidement. Néanmoins, c'est une relance qui sera longue. Après, sur la question actuelle, c'est-à-dire le fait qu'il y a une partie importante, à peu près 40% du parc nucléaire, qui est aujourd'hui indisponible, je crois qu'il faut l'évoquer, parce qu'il y a 3 causes à cette situation. La première, c'est ce qu'on appelle le grand carénage, qui est destiné à prolonger la durée d'exploitation des réacteurs de 10 et on l'espère de 20 ans. La seconde, c'est les conséquences qui courent encore actuellement de la pandémie, qui ont désorganisé les fermetures pour maintenance et recharge en combustible des réacteurs. Et la troisième cause, c'est un phénomène qu'on appelle un incident générique, qui est la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte dans des canalisations d'un circuit de secours. Ce phénomène est un phénomène qui est connu, mais qui était très très mal connu, qu'il est encore aujourd'hui, et qui va immobiliser une partie du parc pour une durée relativement longue, avec des coûts significatifs. La remise en ordre du parc dans ce domaine-là pourrait bien durer au moins 2 ans. Je voudrais juste sur ce point, et je terminerai par là, dire que depuis 2007, les présidents de l'autorité de sûreté nucléaire répètent et ont répété inlassablement qu'il fallait qu'il soit ménagé une réserve de puissance installée électrique pilotable pour faire face à un incident générique. Nous n'en avions jamais eu, il y en a un actuellement. Eh bien, on n'a pas pris cette précaution. Je vais même un peu plus loin. Non seulement on n'a pas réservé préservé une réserve de puissance pilotable, mais on a fermé 10 gigawatts d'énergie fossile, de centrales fossiles, plus les 1,8 gigawatts de Fessenheim. Ça, c'est un gâchis qui, avant la hausse du prix de l'électricité, pouvait être estimé à 10 milliards d'euros. On a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Heureusement, alors il est vrai qu'on a eu pendant 18 ans sur 25 ans des ministres qui étaient des ministres ouvertement militants antinucléaires. Et pour l'idéologie de l'écologie politique, il y a une priorité entre sortir du nucléaire et lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà les données du problème. D'abord, il faut un effort d'explication et de pédagogie. Il faut que quand on ouvre un journal, on essaye d'avoir les avis positifs et les avis négatifs, au lieu d'avoir systématiquement, bien souvent par ignorance, des avis qui sont non seulement négatifs, mais qui sont destinés à faire peur. Et il y a des organisations, il y en a en Rhône-Alpes de célèbres d'ailleurs, qui sont largement financées, subventionnées par le public et dont le job, c'est juste de faire peur avec le nucléaire. Donc tout ça, il faut tourner la page. Il y a un travail de pédagogie, d'enseignement, de travail avec les médias, d'exigence d'équilibre de l'information. Et enfin, il faut que le pouvoir politique ait le courage de voir
à long terme, parce que l'énergie, c'est un sujet qui se traite à long terme. Ce sont des investissements très lourds qui s'amortissent sur des durées très longues. Donc il faut un minimum de courage. Et ce courage a cruellement manqué au profit d'une démagogie et d'une imprévoyance époustouflante. Et ce qui se passe en Allemagne, qui en fait est une caricature de ce que je raconte, les Allemands eux-mêmes vont le payer très cher. Et ils essayent d'entraîner dans ce dérapage, qui est un dérapage extrêmement dangereux, toute l'Europe. Et donc l'Europe s'est engagée dans une politique qui est une politique de développement effréné des énergies renouvelables. Encore une fois, on en a besoin, mais on a besoin de tous les moyens de production d'électricité, au détriment du nucléaire. Toutes les mesures qui sont prises au niveau européen défavorisent, essayent de bloquer le financement du nucléaire. Et pour le nucléaire, c'est vital. Voilà, j'ai été beaucoup trop long, mais non, pas du tout, pas du tout. C'est captivant, évidemment. Un coup d'œil général. Et même pour produire de l'hydrogène dans les meilleures conditions, eh bien, c'est encore d'avoir de l'électricité fiable, la moins chère possible, et donc avec du nucléaire. Justement, pour faire la transition et revenir vers Cécile Barrère-Tricas, il n'y a pas que le nucléaire. Dans le mix énergétique, selon l'ADEME, par exemple, il est possible en France de répondre aux besoins énergétiques avec 100% d'énergie renouvelable pour remplacer les énergies carbonées. Cécile Barrère-Tricas, justement, lesquelles ou laquelle voulez-vous mettre en avant, vous ? Alors, avant d'en choisir une, justement, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Accoyer. Alors moi, je ne serais pas de celle qui va opposer le nucléaire aux énergies renouvelables, évidemment. Je pense qu'il y a un principe de neutralité technologique qui est extrêmement important à conserver à tous les niveaux. Et IFP Énergie Nouvelle, on joue un peu un rôle auprès des pouvoirs publics d'éclaireurs, enfin de tiers de confiance, pour justement, au travers d'études prospectives, technico-économiques et basées sur des analyses de cycle de vie, pour pouvoir apporter ces éclairages. Donc clairement, mix énergétique évidemment, diversité des technologies, n'opposons surtout pas toutes les technologies bas carbone. Mais quel est le sujet que vous voulez mettre en avant ? Alors moi, le sujet qui me tient à cœur, que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est les biocarburants avancés liquides. Tout simplement parce que on a une expertise forte à IFPEN là-dessus, et je pense que c'est un sujet également d'actualité. Les biocarburants liquides, premièrement, c'est quelque chose qui nous permet de décarboner le parc actuel, le parc existant, quel que soit le segment, et sans changer les infrastructures. Deuxièmement, si on raisonne analyse de cycle de vie et qu'on se compare du berceau à la tombe sur l'impact CO2 des biocarburants par rapport aux énergies fossiles, on a un gain de 85 à 90% globalement de réduction des émissions de CO2 avec les biocarburants avancés, encore une fois, qui sont issus des déchets, de l'agriculture, des forêts. Troisième point important pour les biocarburants et en faveur des biocarburants, c'est qu'il y a déjà toute une industrie qui existe avec 30 000 à 40 000 emplois en France, directs et indirects. Donc il y a un vrai enjeu à conserver et à développer ces emplois en rajoutant aux biocarburants de première génération ces nouveaux carburants plus vertueux. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, il y a une indépendance énergétique, ça contribue à l'indépendance énergétique parce qu'on a des ressources en France. Et voilà, et ça évite aussi d'importer des tourteaux de soja d'Amérique du Sud et d'aller vers la déforestation. Et pour être dans le concret, comment vous développez tout cela et comment vous le déployez ? Alors, on a, avec nos partenaires, développé 2 technologies innovantes de production de biocarburants avancés liquides qui sont aujourd'hui commercialisées par notre filiale Axens. Dans les 2 cas, c'est des technologies qui utilisent des ressources déchets de l'agriculture et des forêts. Donc le premier projet, c'est Futurol, un projet qu'on a mené avec 10 partenaires, qui a été soutenu par BPI France à hauteur de 30 millions d'euros quand même, qui nous a permis de développer une technologie de production d'éthanol par voie fermentaire, éthanol qui peut être incorporé dans l'essence ou qui peut être transformé en kérosène. Voilà. Donc ça, c'est une première technologie. Elle est disponible depuis fin 2018 et on a vendu une première licence de procédé, malheureusement pas en France, en Croatie, à la société INA. Donc une unité devrait démarrer dans les années à venir. Le deuxième procédé, c'est Biotifuel, qui a été développé toujours avec le soutien de l'État, dans le cadre d'un financement de 30 millions d'euros via l'ADEME, avec 5 partenaires. Et là, c'est un procédé par voie thermochimique. On gazéifie la biomasse et on la transforme donc en gaz de synthèse qu'on va
utilisés pour synthétiser des molécules qui peuvent rentrer, qui sont finalement du diesel ou du kérosène. Et donc ça, c'est un procédé qui est commercialisé depuis fin 2021, par notre filiale Axens également. Et donc, ce qui est très important sur les biocarburants avancés liquides, c'est que c'est aujourd'hui la seule solution à court terme pour décarboner l'aviation. Donc ça, il faut en avoir conscience, parce qu'on peut parler de l'avion électrique, de l'avion hydrogène, tout ça, c'est très bien, hein, mais c'est plus tard. Les biocarburants avancés liquides, ils existent. Ils peuvent être incorporés à hauteur de 50%, hein, c'est validé. Et il y a des objectifs ambitieux au niveau européen d'incorporer 5% de biocarburants avancés dans le kérosène à horizon 2030. Oui, j'avais juste remarque, question des deux côtés. C'est vrai que le fait d'avoir fermé Fessenheim, c'est vraiment une erreur monumentale, et qui d'ailleurs n'est pas légale, parce qu'on avait des textes de loi qui disent qu'on ne pouvait pas fermer Fessenheim avant que le PR de Flamanville démarre, ce qui a été fait avant en fait. Et donc ma question, peut-être pour Monsieur Accoyer, c'est est-ce qu'on peut faire machine arrière, puisque je lisais un article dans la presse ce matin qui disait que Thierry Breton disait aux Allemands de redémarrer des réacteurs nucléaires qu'ils avaient commencé à mettre à l'arrêt. Donc ça, c'était une question un peu technique, mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer, parce que c'est une centrale qui est toujours en bon état, etc. aujourd'hui, quoi. Bon, alors là, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question, mais c'est intéressant d'avoir la remarque que vous pourriez faire. Et sur les biocarburants, est-ce que c'est de nature, vos recherches, à repousser la fin du moteur thermique? Parce qu'en fait, l'Europe dit qu'on n'aura plus de voitures thermiques en 2035. Et est-ce que du coup, vu que vous nous dites qu'on peut avoir des biocarburants... C'est deux questions qui n'ont rien à voir. Hein, mais vous voulez démarrer? Alors, allez-y Cécile. Alors, la fin des moteurs thermiques. Alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Je pense qu'on a échoué à faire comprendre qu'il fallait prendre en compte les analyses de cycle de vie, je disais tout à l'heure, du berceau à la tombe, et pas uniquement les émissions de CO2 en sortie des véhicules thermiques. Ça, c'est un échec. Je pense que voilà, les lobbying, entre guillemets, j'aime pas le terme, n'ont pas été suffisamment pertinents, où on a été face à des dogmes, des idéologues. Mais c'est clair que là, du coup, la fin des moteurs thermiques, c'est un vrai problème. Sauf que faut savoir qu'un véhicule, on le garde quoi, 15 ans, et puis les gens vont avoir tendance à les garder de plus en plus longtemps. Donc même si on arrête les véhicules thermiques en 2035, le parc qui va être existant en Europe jusqu'à 2050, et puis dans le monde encore au-delà. En fait, si on regarde les perspectives à 2040, on a encore 75% de véhicules, 2040, je crois même que je me trompe, c'est au-delà, de véhicules thermiques dans le monde. Donc la décarbonation en passant par des biocarburants, ça a du sens. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on reviendra en arrière sur cette décision, mais en tout cas, effectivement, il y a un sujet. Ouais. Bernard Accoyer. Sur Fessenheim, petite remarque un peu cash, l'Europe se tire des balles dans le pied à répétition en prenant des décisions qui ne sont pas évaluées suffisamment sur le plan... Il tire la sonnette d'alarme, justement. Sur le plan industriel et social. Mais bon, il y a 3 points. Le premier, Fessenheim. Oui. Moi, je suis absolument pas un spécialiste de tout ça, mais tous les experts que j'ai à PNC, ainsi que les gens de Fessenheim eux-mêmes, disent qu'on ne peut pas remettre Fessenheim en marche parce que l'arrêt a été prévu longtemps avant, on a enlevé le combustible, etc., etc. Donc on ne peut pas, et on est dans la phase où on laisse baisser les taux de radioactivité dans le cœur. Deuxièmement, ce qui a été surtout totalement illégal, c'est l'arrêt du réacteur de 4e génération Astrid, c'est-à-dire le surgénérateur. C'est le nucléaire durable. C'est le nucléaire durable, c'est la logique depuis le début du développement de la filière nucléaire en France, dès le retour du général de Gaulle, après la guerre, hein, pas le second, où il s'agit de fermer le cycle de l'uranium en utilisant non pas 1% de l'énergie qui est dans l'uranium tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans les réacteurs actuels qui tournent dans le monde entier et en France, et le PR est aussi de cette génération-là, mais 100%. Il y a dans 1 gramme d'uranium autant d'énergie qui peut être produite que dans 1,7 tonne de pétrole. Et c'est pour cette raison que le nucléaire est absolument incontournable. C'est pour cette raison que les États-Unis, la Chine, le Canada, la Russie sont sur la 4e génération, le nucléaire durable. Mais évidemment, le nucléaire durable qui consomme les déchets des réacteurs des générations précédentes et qui n'en produit pratiquement pas, c'était la bête à abattre pour l'écologie politique. Et ils l'ont abattu en 2 temps.
d'abord en fermant pas très loin d'ici, dans notre région, dans notre très belle région, la plus belle du monde, d'après ce que j'ai compris, Superphénix à Crémalville, Ouais. et deuxièmement, en fermant en 2020, et c'était l'exécutif actuel, le réacteur expérimental Astrid, qui était le dernier lien de la France avec le nucléaire du futur, ce qui avait été prévu depuis le début. Bon, il faut évidemment relancer la R&D sur la 4e génération, c'est une question absolument vitale, et le CEA là-dedans ne s'est pas bien comporté, et d'ailleurs EDF non plus. Troisième point, vous avez cité l'ADEME. L'ADEME, c'est un Vos amis de organisme l'ADEME. d'État qui est hébergé par le ministère de l'Environnement, mais c'est un nid d'antinucléaire. Ils subventionnent l'association Négawatt, qui est une association militante, qui est ouvertement décroissante et qui dit qu'il faut vite arrêter tous les réacteurs nucléaires. Bon, ça montre un peu l'ambiguïté qu'il y a dans les rouages de l'État, qui ne sont plus des rouages qui soient des rouages neutres, centrés uniquement sur les intérêts du pays, mais qui ont été contaminés. Pourquoi on ne peut pas faire du 100% renouvelable ? Parce qu'il y a 4 conditions. Et RTE, qui là aussi est un organisme qui est habité par un certain nombre de personnes qui ont eu un comportement plus politique que scientifique, RTE a lui-même dit qu'il y a 4 conditions cumulatives qui doivent être remplies pour faire du 100% renouvelable. C'est savoir stocker l'électricité en grande quantité, et on ne sait pas le faire. Et on ne sait pas d'ailleurs si on y arrivera un jour, excusez-moi, mais enfin, en tout cas pas dans un horizon qui soit précis, connu, défini. Deuxièmement, la stabilité du réseau, ça c'est lié aux machines tournantes, et les énergies renouvelables n'ont pas des grosses machines tournantes comme nous en avons aussi. La flexibilité, c'est-à-dire je vous arrête le courant, je le mets en marche, ça s'appelle de l'effacement, vous verrez ce que c'est cet hiver, c'est pas très agréable pour une entreprise. Et puis les réserves de puissance. Les réserves de puissance, c'est d'avoir des générateurs qui peuvent répondre aux besoins qu'il y a. Alors il y a évidemment des pistes qui sont développées, mais elles sont très 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 loin aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins. Et un pays tel que la France, sur un domaine aussi vital qu'est l'énergie, qu'est l'électricité, peut-il se permettre de dire peut-être on va développer du stockage, peut-être on saura faire avec un grand système intelligent national, peut-être qu'on fera avec de l'électronique ce qu'on faisait avec des machines tournantes, c'est possible, on le fera sûrement un jour, mais la priorité c'est d'assurer les lendemains. Donc le mal est profond, d'autant plus que quand on affiche de façon ostentatoire des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, il faut bien comprendre que quand on construit des énergies renouvelables, des éoliennes en particulier, ou des systèmes solaires, eh bien, il faut doublonner tout cela avec des centrales à gaz, tout simplement parce que quand il n'y a pas de vent, et on a eu une période d'anticyclone longue cet hiver, eh bien, il faut revenir au gaz. Alors, ne parlons pas aujourd'hui du contexte de la rareté du gaz par le désinvestissement dans la recherche de gisements nouveaux, dans la baisse également des gisements actuels. Évidemment, il y a les mécanismes de spéculation. Et puis maintenant, on s'est mis, surtout l'Allemagne, complètement dans les mains de la Russie. Et l'Allemagne va mettre très longtemps à sortir de cette phase. Et ça aura un retentissement très lourd sur l'ensemble de l'Union européenne. Bon, pour appuyer là où ça fait mal, je vous sens bien parti. Vous dites la question du prix de l'énergie va être un facteur déterminant de la compétitivité de l'économie européenne. Allez un petit peu plus loin, Bernard Accoyer, effectivement, c'est le sujet. Hein. Patrick Martin l'a évoqué tout à l'heure. Ça a commencé à se gâter avant la crise en Ukraine, hein, où la reprise mondiale, ce que je viens de dire sur les gisements, l'absence d'investissement dans les énergies fossiles, bien sûr qu'il faut en sortir, mais pour sortir d'un procédé, vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes chef d'entreprise, ça s'anticipe, ça se fait progressivement. Les ruptures technologiques, elles sont évidemment un progrès, mais elles exigent des conditions qui sont nécessairement consommatrices de temps, beaucoup d'intelligence. Et donc le prix de l'énergie est devenu un problème dramatique pour l'économie française et européenne, mais il n'y a que l'Europe qui va être impactée aussi fortement. Parce que les USA, ils n'ont aucun problème, ils ont du gaz de schiste. Nous, on s'est interdit d'aller chercher du gaz de schiste. Ils ont évidemment du pétrole. Le nucléaire est reparti aux États-Unis et ils développent les énergies renouvelables de façon importante, comme tout le monde. Ne parlons pas de la Chine, ne parlons pas de la Russie. Il y a vraiment qu'en Europe que nous allons avoir à supporter des prix extrêmement élevés de l'énergie. Parfois un manque d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on appelle des effacements ou des délestages, qui évidemment ont un coût considérable pour l'État, pour les entreprises, pour l'économie en général,
Et donc on s'apprête à traverser une période difficile. C'est la raison pour laquelle il y a une très très grande urgence à relancer le nucléaire et à faire en sorte que cette relance aille le plus vite possible. Le temps de donner le micro à Jean-Sébastien Degouf pour réagir sur ce prix de l'énergie. Cécile Baratrica, je vous ai vu acquiescer sur les propos de Bernard Accoyer. Oui, non, je voulais juste quand même dire que c'est extrêmement important d'investir sur la recherche et l'innovation. Hein. Il y a le nucléaire et moi je rejoins ce que vous dites, mais pour autant, voilà, sur le stockage, c'est pas encore complètement au point, mais il y a un vrai enjeu à développer des systèmes de stockage et de management de l'énergie, parce que ça peut aussi en partie résoudre cette problématique d'intermittence. Voilà. Bon. Après, il y a aussi d'autres problématiques liées aux énergies renouvelables et puis à l'électrification en général. Hein. On passe d'une dépendance aux ressources fossiles à une dépendance aux matériaux critiques. Et ça, il y a un vrai sujet aussi autour de ça. Et voilà, le tout électrique peut aussi poser question par rapport au cuivre, par rapport au cobalt, etc. Voilà. Le prix de l'énergie avec des factures qui ont explosé du jamais vu depuis 50 ans. Jean-Sébastien Degouf, bonjour, levez-vous Jean-Sébastien, effectivement, vous êtes le président fondateur de Opéra Énergie, courtier en énergie. On a besoin de votre regard d'expert, effectivement, sur les conséquences de cette flambée des prix. C'est quoi? C'est conjoncturel ou ça va devenir, hélas, structurel? On va vous ouvrir votre micro. Je vous offre le mien. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été brillamment dit, conjoncturelles ou structurelles. C'est vrai qu'à la base, cette crise énergétique, elle est partie d'une crise gazière. Une crise gazière qui a commencé bien avant la crise en Ukraine, qui a commencé, on va dire, à la fin de l'été 2021. Alors, c'était une mauvaise conjonction de planètes. Des problèmes, la Chine qui redémarre à fond, et le gaz c'est un marché mondial, des problèmes de logistique en Norvège, des problèmes de production aux Pays-Bas, l'Amérique latine qui se met à beaucoup consommer parce que la pluviométrie avait été mauvaise et qu'il fallait, et donc du coup on peut moins compter sur l'hydroélectricité. Et puis le Gazprom qui ne remplit pas les stockages qu'elle a en Europe de l'Ouest. Alors, à l'époque, on pensait que c'était en octobre, on pensait que c'était une manipulation pour faire monter le prix le prix du gaz. Bon, on a compris ensuite pourquoi on était arrivé à ça. Tout ça pour dire qu'à la base, c'est une crise gazière. Mais, donc, on peut dire plutôt conjoncturelle, mais cette crise, elle a révélé nos faiblesses qui sont, elles, structurelles. Notre faiblesse, bien sûr, notre dépendance au gaz russe. Alors on peut se dire cocorico, nous on l'est un peu moins en France, etc. Certes, on l'est moins qu'à 17%. Je crois que l'Europe, dans son entièreté, c'est 48%. Certains pays qui sont à 100%. Voilà, donc ça traduit ça. Alors là-dessus, on peut se dire peut-être que sur le gaz naturel, on peut arriver à terme, alors déjà en espérant qu'un jour il y ait une détente dans des bonnes conditions politiques, naturellement, avec nos amis russes. Voilà, bref, que ça se... Vous m'avez compris qu'en tout cas, qu'il y ait une détente politique qui puisse faire baisser ce prix. Au-delà de ça, du gaz, il y en a quand même beaucoup dans le monde. Il y en a beaucoup dans le monde. Du gaz, des réserves prouvées, il y en a partout. Donc, il faudra bien sûr faire évoluer les infrastructures, on manque de terminaux méthaniers, etc. Donc on peut espérer malgré tout, en tout cas moi je le crois, je ne vois pas non plus dans l'avenir, qu'à moyen terme on puisse revenir à des prix qui se tiennent. Voilà. Maintenant, ça c'est une chose, il ne faut pas oublier qu'on doit décarboner l'économie. Et que donc si on veut décarboner l'économie, il faut consommer un peu moins de gaz naturel, a priori. Plus de biométhane, moins de gaz naturel qui vient des hydrocarbures. Donc, ce qui peut être... et là, j'arrive à la deuxième crise qui a largement été évoquée, c'est une crise de la production électrique en Europe, et notamment où on a, en Europe, mais particulièrement en France, on a accepté d'être... Avant, on était large, hein, on avait on va dire une grosse qualité. On avait de la marge, dit Bernard. Voilà, on avait de la marge. Et puis ça, on s'est dit, est-ce que c'est important? En tout cas, on n'a pas vu venir. Et on a fermé des capacités de pilotable en
en Europe, en France, avec Fessenheim, on en a parlé, mais également en Allemagne, en Belgique, où on s'apprête, alors ils vont peut-être remettre ça en cause, à fermer le nucléaire. Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est structurel, parce que relancer ça prend du temps, ça a été évoqué, 15 ans. Voilà. On a aussi, ça a été évoqué, le problème le taux de production du parc nucléaire français qui n'est pas bon aujourd'hui. Les causes ont clairement été expliquées. Voilà, donc c'est vrai que faire du taux de disponibilité du nucléaire français une cause nationale, je pense que ça me semble important. Jean-Sébastien, vous, le courtier en énergie, et pour conclure, pour être pragmatique et sans langue de bois, pour demain, c'est-à-dire décembre, vous êtes optimiste ou pas? Oui ou non? Il faut être optimiste. Non, à court terme, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste pour l'hiver prochain. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Alors, je vais laisser par une touche d'optimisme. C'est que dans l'énergie, ça arrivait parfois qu'on se trompe. Et notamment, en 2008, quand on voyait les scénarios de prix, on disait, en 2016, j'en ai vu, des scénarios de prix, l'électricité sera à 150 €, ce qu'elle a largement dépassé aujourd'hui. En 2016, elle était à 24 €. Il y a parfois des surprises de marché. Voilà. Il faut donc rester prudent sur... c'est sûr, ça va rester durablement au niveau actuel, parce qu'il y a quand même des logiques de marché qui parfois sont corrigées à la faveur d'une moindre consommation, etc. Voilà. Mais malgré tout, je ne serai pas très optimiste, en tout cas pour les 2 prochains hivers. Vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Decouf, merci. Je vais récupérer le micro. Effectivement, Bernard Accoyer, je vous ai vu prendre des notes. Vous voulez réagir, je le sais. Et Cécile aussi, vous réagirez le temps qu'on change les piles des micros. Allez-y. Ce que je crois, puisque j'ai la chance d'avoir un micro qui marche, je vais en profiter. C'est que le marché de l'électricité européen ne fonctionne pas. Bruno Le Maire l'a dit, et cette semaine, il y a enfin une bonne nouvelle, puisque Mme von der Leyen elle-même, la présidente de la Commission, l'a reconnu. Et Thierry Breton a ajouté, on ne peut pas continuer à avoir une électricité dont le prix est indexé sur le prix du gaz. Parce que si l'électricité a atteint ce prix-là, c'est ça. Deuxièmement, il y a une instabilité des prix de l'électricité depuis l'ouverture, qui est un problème incroyable, où jusqu'à un passé récent, il y avait des prix négatifs et puis des prix qui pouvaient atteindre plusieurs milliers d'euros pour un mégawattheure. Donc c'est ingérable. Donc il faut sortir de ce système. Il y a une réforme indispensable du marché de l'électricité. Les Allemands le voteront-ils? C'est pas du tout sûr. En tout cas, il y a une action que la France devrait conduire avec beaucoup d'autorité et de conviction, et elle trouverait des alliés. Enfin, et peut-être qu'on anticipe sur la suite, pourquoi c'est désorganisé? C'est complètement désorganisé parce qu'avec l'ouverture à la concurrence de l'électricité, qui est en réalité un bien fondamental, comme la flotte, mais ce n'est pas comme les communications téléphoniques, eh bien, on a cassé un système qui doit obligatoirement être univoque. La production, la distribution et la commercialisation. Aujourd'hui, vous avez EDF qui produit et qu'on a obligé de vendre. C'était au début le quart de sa production nucléaire. Maintenant, c'est bientôt plus de 40% de cette production nucléaire, à un prix complètement bradé, qui est entre 42 et 46 € le mégawattheure. Pendant ce temps-là, elle est vendue à ses concurrents. Donc, les concurrents vont utiliser cette électricité achetée à ce prix-là. Et comme EDF a déjà vendu cette électricité, avec les contrats à longue durée, il est obligé d'acheter sur le marché à en moyenne 200 € le même mégawattheure. Donc on est en train de tuer complètement EDF, dont la dette s'alourdit de façon complètement abyssale. Donc ce système est devenu dingue. Il faut évidemment avoir le courage de le dire et de le changer. Oui, je suis à 300% d'accord, et c'est un sujet qui est sous-pondéré. Juste pour des non-experts, en fait, le prix de l'électricité en Europe est calé sur la capacité marginale qui produit. Et en général, en ce moment, c'est toujours du gaz. Donc c'est pour ça qu'on a des prix d'électricité à 200. Ce que propose Bernard Accoyer, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'il faudrait changer le système pour en faire un système capacitaire. C'est-à-dire qu'il faudrait que le prix de l'électricité inclue à la fois la dernière capacité en production, mais aussi les réserves de capacité des pays. Parce qu'en fait, on a un système qui est adapté à un monde
surcapacitaire, qui était le cas en Europe, mais il y a 30 ans. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc là, l'Europe n'a pas du tout fait son schéma mental de dire que maintenant, on doit remettre un prix capacitaire en fait, dans le prix de l'électricité. Bon, c'est un peu technique, mais je pense que c'est fondamental. Si on... Je vais prendre le micro et je vais le redonner à Cécile pour parler, on l'a évoqué en début d'une table ronde avec Jérôme Tessier, on va parler d'hydrogène, une solution dont tout le monde parle, ça arrive, ça donne quoi dans l'industrie, quelle solution? À court terme quand même, il y a encore du chemin à parcourir, Cécile Barre-Africa. Oui, il y a encore du chemin à parcourir. Alors si on regarde les chiffres de l'AIE, à horizon 2070, si on veut atteindre la neutralité carbone, il faudra multiplier par 7 les capacités de production d'hydrogène. Donc ça déjà, voilà, il y a quand même un enjeu et un pas à faire qui est considérable. Alors les deux secteurs qui vont tirer la production d'hydrogène, c'est l'industrie d'une part, et c'est la mobilité lourde et longue distance. Donc quand on dit mobilité lourde, c'est le transport routier, le ferroviaire, le maritime, le fluvial. C'est vraiment ça qui va tirer l'hydrogène à court terme. Enfin, en premier lieu. Vous parliez de l'industrie, justement, où se situent les réels enjeux? Alors, au niveau de l'industrie, il y a une consommation d'hydrogène qui est très importante dans l'industrie du raffinage, notamment pour la désulfuration des carburants, également pour la production d'ammoniac pour les engrais. Donc, c'est les deux principales utilisations d'hydrogène dans l'industrie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène, enfin, vous devez le savoir, c'est produit à partir de gaz naturel, par vaporéformage de gaz naturel, et on produit finalement, pour 1 tonne d'hydrogène produite, on émet 9 tonnes de CO2. Alors bon, avec le charbon, c'est pire, c'est 18 tonnes, donc c'est juste monstrueux. Donc il y a un véritable enjeu, effectivement, à décarboner la production d'hydrogène dans l'industrie, enfin pour toute application, évidemment. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et là, encore une fois, j'ai envie de parler de neutralité technologique, parce qu'on ne parle que d'hydrogène vert en France ou d'hydrogène renouvelable. Et quelque part, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des technologies qui existent pour décarboner l'hydrogène produit à partir de gaz naturel en allant capter le CO2 émis pour le réutiliser ou le stocker. Et quand on regarde les chiffres de l'AIE, et on a également fait une étude en interne à IFPEN, il y aura 60% de la production d'hydrogène à horizon 2040, ça sera de l'hydrogène bleu, donc avec captage de CO2 à partir de gaz naturel. Bon, voilà. Alors après, tout ça peut évoluer, parce qu'en selon le prix du gaz, selon le prix de l'électricité, selon la disponibilité de l'électricité, tout ça peut évoluer. Bernard Accoyer sur l'hydrogène. C'est à vous d'acquiescer là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a encore un problème avec l'Europe qui vient de proposer un projet de décision, d'acte délégué sur l'hydrogène, prétendant que l'hydrogène devrait nécessairement provenir d'énergies renouvelables et écartant méthodiquement, comme d'habitude, le nucléaire, alors que la France proposait de produire de l'hydrogène avec l'électricité de réseau. C'est-à-dire quand il y a beaucoup d'électricité, ça va très bien, on le prend sur le réseau. Si, ça c'est un moment où il y a du vent et où il y a du soleil. Si par contre on manque d'électricité, on peut ralentir la production d'hydrogène, c'est une adaptation intelligente et rationnelle. Mais le dogmatisme qui prévaut au niveau européen, qui est poussé, disons-le très clairement, par l'Allemagne et par ses pays alliés, qui sont l'Autriche, l'Espagne, le Danemark et le Luxembourg. Vous noterez qu'à l'exception du Luxembourg, ce sont tous des pays qui fabriquent, eux, des éoliennes, ce que nous n'avons pas su faire, malheureusement. On a loupé le coche de ce côté-là. Donc oui, je suis complètement d'accord. L'hydrogène est tout à fait incontournable, comme les biocarburants, parce que c'est encore pendant bien longtemps qu'on en aura besoin pour les transports en particulier. Bon, on pourrait éventuellement prolonger la réflexion sur ce sujet, on pourrait en ouvrir d'autres, mais le temps nous est compté. D'ailleurs, les questions arriveront dans la salle dans quelques minutes. Dernier point, il y a une info qui n'a échappé à personne la semaine dernière, c'est le Parlement européen qui a voté la taxe carbone aux frontières. À tous les deux, je voudrais votre regard sur cette taxe carbone en relation avec la thématique, évidemment. Oui. Cécile Barre-Africa.
Oui, c'est une très bonne chose déjà. On peut saluer ça. Enfin, une bonne chose. Je ne sais pas. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ne vous excusez pas. Développez votre argument. Allez-y. Ce qui est clair, cette taxe carbone aux frontières, elle permet d'équilibrer les choses. Ça veut dire qu'on va traiter sur un même pied d'égalité les pays européens et les autres pays. Parce que vous le savez, en Europe, on a un système de quotas carbone et de marché carbone. C'est pas vrai au niveau mondial. Le fait de mettre cette taxe carbone aux frontières de l'Europe va permettre donc ce rééquilibrage. Et donc là, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est intéressant parce que ça va contribuer à la réindustrialisation de la France ou à éviter la désindustrialisation de la France. On va avoir plus d'opportunités de produire en France et en Europe. Donc ça me semble très intéressant pour l'emploi et pour la planète, puisque forcément, avec nos technologies et nos réglementations qui sont quand même très exigeantes, enfin nos réglementations exigeantes, forcément, on produit dans des meilleures conditions, à la fois en termes d'émissions de CO2, mais également en termes de pollution de tout genre. Par contre, et là j'aurais peut-être une question à mes collègues, quelque part, ça peut aussi créer, en limitant les importations, derrière des mesures de rétorsion sur nos exportations. Et ça, c'est une question que je ne sais pas y répondre là comme ça, mais c'est quelque chose qui peut faire peur. Et également, l'augmentation des prix. Globalement, ça va tirer les prix vers le haut. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est bien pour la planète. Elle a tout dit, Cécile Baratrica, Bernard Accoyer, sur cette taxe carbone aux frontières. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cécile. Je pense que pour une partie de la hausse du prix de l'énergie en Europe, il y a le marché du carbone. Et la révolte des Gilets jaunes était liée également à cela. Donc, en réalité, si on veut arrêter la désindustrialisation de la France, il faut commencer à arrêter de démolir la troisième filière industrielle et la seule qui puisse nous permettre d'avoir l'indépendance énergétique, d'avoir une électricité fiable et à un prix stable et à un prix, quoi qu'en disent ses adversaires, qui sera toujours un prix inférieur aux autres électricités. Donc voilà, je retombe sur mes pattes qui sont celles de ce que l'on qualifie désormais de lobbyistes. Mais rassurez-vous, c'est un lobbyisme totalement gratuit, à la différence du lobbyisme des énergies renouvelables, qui est un bouquet de conflits d'intérêts sans fond. Vous vous êtes fait des amis là ce matin, vous pouvez. Entre l'ADEME et le lobbying, là, tout va bien. Dans un premier temps, je voudrais très chaleureusement vous remercier du temps accordé pour la préparation et de cette table ronde. Ce n'est pas fini, puisqu'avant de recevoir Patrick Martin et Jean-Luc Roniché, des questions depuis la salle où une main se lève. Tout va bien. D'habitude, je dis bon, on va passer à la deuxième tout de suite, mais là, on vous offre le micro. Je te pique le micro. Bonjour, qui êtes-vous? Que voulez-vous poser comme question et à qui? Oui, Florent Monnier, Thermillion. Mon entreprise, c'est du traitement thermique et du dépôt sous vide. Gros consommateur d'énergie. Et je fais partie de la FIM. Le problème avec le MACF, c'est qu'en fait, c'est pas ce qui a été voté, ce que vous décrivez. Ce qui a été voté, c'est la possibilité donc de remplacer les quotas de CO2 qui sont aujourd'hui appliqués à la fourniture, par exemple, d'énergie ou de matériaux métalliques, par exemple, par un système de taxes aux frontières. C'est-à-dire qu'on va demander aux consommateurs européens d'acheter plus cher leurs matériaux, par exemple, métalliques, pour que les fabricants européens de ces matériaux soient poussés à améliorer leur consommation carbone. Et donc, ce mécanisme permettrait, par exemple, pour un fournisseur d'acier européen, de le vendre en dehors de l'Union européenne sans avoir à payer cette taxe. Par contre, le mécanicien qui va acheter cet acier va bien le payer plus cher. Donc ça a deux effets. Ça fait perdre de la compétitivité, bien entendu, aux mécaniciens français, puisque les filières aval ne sont pas prévues. Et donc, en fait, c'est un outil de ce qu'on appelle joliment les flux de carbone, c'est-à-dire que, grosso modo, un fabricant d'acier chinois qui vendrait en Europe son acier devrait le vendre avec cette taxe, qui sera payée par le consommateur, pas par le chinois. Et à l'opposé, une voiture faite entièrement en Chine pourra rentrer sans payer cette taxe carbone. Donc, le problème de cette taxe aux frontières est toujours pareil, il est dans le détail. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, il faut regarder les détails. Je n'ai pas tous les détails là, mais en tout cas, l'ambition, c'est d'améliorer globalement, réduire les émissions de CO2. Donc voilà. Mais effectivement, après, il faut aller regarder les détails parce qu'il peut y avoir des exceptions. Voilà.
Après, si on veut parler de l'acier, il y a quand même en France des sociétés comme ArcelorMittal qui font des efforts considérables aujourd'hui pour se décarboner, et justement parce que ça a du sens de le faire, de garder les emplois en France et de produire de l'acier dans des conditions qui sont meilleures. Mais j'entends ce que vous dites. Oui. Merci pour cet éclairage. D'autres questions, remarques, suggestions dans l'Assemblée? On va donner le micro à monsieur. Bonjour. Dites-nous qui vous êtes et quelle est votre question, à qui s'adresse-t-elle? Bonjour, Pierre Malochet, Fédération des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, une question par rapport à l'énergie et la compétitivité, c'est l'eau. Le quoi? L'eau. L'eau. L'eau, parce que, sauf erreur de ma part, pour faire de l'hydrogène, pour faire de l'électricité, pour tout, il faut de l'eau. Et on en manque fortement. Et aujourd'hui, on a un gaspillage de l'eau énorme, même si en Auvergne-Rhône-Alpes, on est plutôt bien pourvu. Mais là, il y a une vraie inquiétude là-dessus, et je pense qu'on n'en parle pas assez par rapport à l'énergie. Voilà un petit peu, je voulais avoir votre point de vue là-dessus, parce que nos collectivités, les grandes et les petites, à notre sens, ne font pas assez d'efforts par rapport à cette problématique de l'eau. C'est une excellente question, et on va s'arrêter là, mais ce sera la prochaine conférence. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est exactement vrai. Hein. C'est l'eau. Moi, c'est la prochaine conférence, ça devrait être eau et compétitivité ou disponibilité en eau. Jérôme. Donc, c'est une bonne. C'est bien de donner rendez-vous, mais quand? Ça ce sera au président de savoir. D'accord. Ça à l'agenda. D'accord. En tout cas, merci pour cette ouverture. Merci pour cette ouverture. Ouais, on peut l'applaudir. Ouais. Alors, une troisième question. Un micro. Où est le micro? Alors, madame. Bonjour. Bonjour, Sophie Sidos, présidente MEDEF Isère. Ça évitera d'autres choses. La transition écologique, on est tous persuadés, il faut la faire, il faut aller sur l'hydrogène, c'est évident. Maintenant, qui va payer? Nous, l'entreprise, et particulièrement mon entreprise, on est cimentier. On est convaincus, on veut faire ce méthanol. On va faire a priori 30% du méthanol français avec Innovi. Maintenant, qui va nous payer ce système à gaz, cette usine à gaz qu'on va monter chez nous, cet hydrogène, le mélanger avec notre CO2 pour faire ce méthanol? Parce que c'est facile sur le papier, mais ça n'a jamais été fait. Et puis, combien ça va coûter? En gros, c'est 1 milliard d'euros. Enfin, c'est peut-être pas grand-chose pour l'échelle de ce qu'on dépense par ailleurs, mais voilà. Si on est accompagné, et il faut vraiment que l'État qui s'est engagé là-dessus et qui nous a soutenus, ouais. Et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on ne voit rien arriver. On n'est pas un peu stressé, mais un petit peu quand même, parce que cette transition, on veut la faire. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'il faut que l'État aille jusqu'au bout. Et nous, on est confrontés exactement au même type de difficulté. C'est qu'on développe des technologies françaises avec de l'argent en partie public. Et derrière, des fois, on est bloqué au niveau de l'industrialisation, de la première industrielle, du déploiement de ces technologies. Et c'est un vrai gâchis. Donc, il faut que l'État accompagne jusqu'au bout. Et après, c'est public-privé, évidemment. Il faut que tout le monde prenne sa part là-dedans. Donc, voilà, j'ai pas la réponse à votre question, en tout cas, à part vous encourager à poursuivre dans cette logique-là. Puis, de toute façon, il n'y a pas le choix, parce que derrière, il faudra bien répondre aux réglementations et aux différentes normes. Mais oui, c'est clair que ça a un coût. Et le consommateur va se retrouver quand même à payer une partie du coût, c'est sûr. J'allais dire quelque chose d'indécent. Faites-vous des amis encore, Bernard. Allez-y. C'est le quoi qu'il en coûte. Oui. En réalité, il faudrait quand même que le quoi qu'il en coûte soit fléché dans des directions utiles. Et effectivement, là, si on veut à la fois garder des activités de production telles que la vôtre et aller vers une baisse importante des émissions de CO2, eh bien là, il y a un investissement de l'État important. Allez, une avant-dernière ou dernière question d'Assemblée avant d'avoir Patrick Martin et Jean-Luc sur scène. Oui? Non? Non? Bon. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Évidemment, le temps des échanges avec Cécile et Bernard tout au long du cocktail. Et Bernard Accoyer, effectivement, une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français chez Hugo et Doc, sorti en début d'année. Je vous accueille, montez sur scène pour cette conclusion. Patrick Martin et Jean-Luc Ronichet, président délégué du MEDEF et président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Patrick, Jean-Luc, venez par ici, Jean-Luc, venez. Tenez un micro. Je vous ai vu beaucoup acquiescer également, Patrick Martin, sur cette thématique énergie et compétitivité. Vous allez nous dire ce que vous voulez retenir des différents échanges. Mais quoi, sur la situation, est-ce que sur les enjeux, est-ce qu'ils sont terriblement contraignants ou alors est-ce qu'il y a plein d'opportunités?
Bon, bah, merci d'abord à nos intervenants. Bon, je réponds pas à la question tout de suite, bien sûr, mais merci à Cécile, Bernard, Jérôme et Philippe, bien sûr, c'était passionnant. Merci du teasing. Prochaine session, ce sera sur l'eau. Donc, on va préparer ça d'arrache-pied. Je demande à Stéphane, nos équipes, de regarder cette question, peut-être avant l'Assemblée générale de l'année prochaine. Hein, Monsieur sera là. Voilà, monsieur, c'est Pierre Malochet de la Fédération des travaux publics. Non, écoutez, bon, je n'ai rien à ajouter. Hein. Il est absolument indispensable de trouver des solutions pour que, effectivement, nos entreprises puissent rester compétitives. Ça a été dit. Hein. Évidemment, il y a une espèce d'enjeu schizophrénique. Hein. Ce sont des injonctions paradoxales entre le prix de l'énergie, la décarbonation, éviter les ruptures. Bon, on voit bien que c'est très complexe. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, oui, j'ai acquiescé. J'avoue qu'ils ont su aussi être pédagogiques. Hein, je pense que c'était à la portée de tous, enfin pour ceux qui étaient réveillés, bien sûr. C'est un petit clin d'œil que tout le monde ne peut pas comprendre. Il est taquin, Jean-Luc, il est taquin. Voilà. Et puis, non, je serais très heureux. Donc, merci. C'est l'occasion, parce que je ne vais pas surconclure. Je remercie évidemment toute notre équipe du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, toujours au rendez-vous, menée par Stéphane. Je remercie toute l'équipe aussi, et celle menée par Caroline, qui a organisé ce moment qui finira bien. Hein, ne vous jetez pas à l'eau, mais qui finira bien en dessous pour un cocktail déjeunatoire. Et je laisse le mot de la fin à Patrick, qui a une dizaine de minutes pour conclure. Je vais reprendre cette question pour te lancer, Patrick, sur les enjeux, justement, terribles contraintes ou réelles opportunités. Et ça va saigner, là. Alors, précisément, ça va saigner. Ouais. Donc, je voudrais remercier les intervenants pour la grande qualité de leurs interventions, sans omettre de dire, ça a été signalé, que je partage à peu près, ou tout à fait, tout ce qui a été dit. Je voudrais... D'abord, faire un rappel, dire 4 horreurs et terminer par un propos positif. Le rappel, c'est que produire décarboné en l'état des technologies, en moyenne des secteurs d'activité, industrie, construction, services, c'est 30% plus cher. C'est 30% plus cher. Et si on ne le fait pas, si les entreprises, si leurs dirigeants ne le font pas, c'est pas parce qu'ils sont climato-sceptiques, c'est pas parce qu'ils sont dans le déni ou dans l'obstruction à la nécessaire transition écologique et environnementale, c'est tout simplement parce qu'ils ont en face d'eux des clients. Il n'y a pas beaucoup de clients qui sont en accord avec eux-mêmes et qui, derrière leurs intentions ou leur profession de foi environnementaliste, sont prêts à mettre en accord leurs actes avec leurs convictions, c'est-à-dire à payer 30% plus cher. C'est ça le nœud du débat pour nous qui sommes entrepreneurs. Bon, je passe à quelques horreurs. La première, c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Bernard Accoyer y a fait allusion au détour d'une phrase. Ce combat, il n'est pas que technique, il n'est pas que économique, il est culturel et sociétal. Disons les choses, même si ça n'est pas exprimé ainsi dans le débat public, il y a une confrontation finalement extrêmement violente entre les partisans de la croissance et les partisans de la décroissance. Je pense à certains élus locaux, d'ailleurs pas forcément très loin d'ici, qui n'expriment pas leur conviction de fond, qui est une conviction décroissante, qui intellectuellement, je dirais moralement et politiquement peut se défendre, encore faut-il qu'elle soit exprimée et argumentée. Je tiens un propos très militant, mais c'est la conviction du MEDEF, c'est ma conviction personnelle. La décroissance se traduirait par un chaos économique, social et au final politique, qui d'ailleurs est peut-être l'objectif de certains des décroissants. Nous sommes partisans d'une croissance, ça a été dit tout à l'heure, une croissance décarbonée, une croissance frugale, mais une croissance quand même. D'ailleurs, ça figure dans la raison d'être dont le MEDEF s'est doté en 2019, dorénavant, agir ensemble pour une croissance responsable. Tous les mots sont importants, mais il y a quand même bien croissance là-dedans. Alors, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine, c'est une conviction étayée. Et sur quoi se fonde-t-elle, cette conviction? Elle se fonde sur le fait que sans croissance, on ne saura pas financer la transition écologique, on saura encore moins financer l'innovation qui, pour l'essentiel, va être à l'origine de la réussite, c'est notre pronostic, de cette transition. Ça suppose beaucoup d'argent,
ça suppose beaucoup d'argent pour investir, ça suppose aussi beaucoup d'argent parce qu'il va y avoir de la destruction de capital. Il y a des industries entières, on parle beaucoup de leurs salariés dont les emplois sont menacés. On ne parle jamais, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, des actionnaires, des dirigeants qui n'ont pas démérité et qui vont perdre leur capital. Donc s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'argent, on ne pourra pas financer l'innovation. Et on pourra encore moins financer notre modèle social, qui est assez atypique à l'échelle mondiale, qui est un schéma de redistribution, qu'on ne remet pas en cause, mais dont on connaît dès à présent la précarité, on connaît la situation financière de la sphère publique d'une manière générale, de nos régimes sociaux en particulier. Nos régimes sociaux, il faut quand même le rappeler de temps en temps, sont fondés sur des cotisations, donc des emplois. Pas de croissance, pas d'emploi, décroissance, destruction d'emplois. Donc, il y a ce débat de fond, croissance versus décroissance. Moi, j'assume cette conviction. Je comprends très bien que, y compris dans nos rangs, elle puisse ne pas être partagée. La deuxième horreur que je voudrais dire, c'est que beaucoup de nos concitoyens et de nos responsables politiques sont dans le déni. Il va falloir à un moment donné, et le plus vite sera le mieux, qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Je cite quelques exemples. Tout le monde sait qu'il y a un problème majeur de logement en France, d'offres de logement quantitatives et qualitatives. Une fois qu'on a dit ça, personne ne veut avoir de logement à côté de chez lui, de construction de logement à côté de chez lui. Et je ne m'en prends pas, là, pour le coup, à certains élus. D'ailleurs, quel qu'en soit le bord, les élus ne font qu'exprimer l'attente de leur population. Moi-même, je ne suis pas ravi quand on construit un immeuble à côté de chez moi. À un moment donné, il va falloir poser le sujet avec du courage, avec de l'objectivité, et trancher au lieu de tourner autour du pot. Tout le monde veut des énergies renouvelables. Il y en a combien parmi vous, et j'en fais partie, qui hurleraient si on leur installait des éoliennes au bout de leur jardin? Quand vous regardez certains dossiers emblématiques à travers la France de projets de construction de centrales photovoltaïques, je pense à un énorme projet en Gironde, qui sont les plus farouches opposants à ce projet, singulièrement? Alors, c'est la Fédération des chasseurs, là je suis plutôt avec eux, mais ce sont les associations environnementalistes, les mêmes qui, à corps et à cri, et avec de solides arguments, disent qu'il faut développer les énergies renouvelables. Là aussi, à un moment donné, il va falloir se départir des postures, des slogans, des calculs politiciens, j'assume le terme, et dire on le fait ou on ne le fait pas. Si on le fait, qu'est-ce que ça apporte? Si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça apporte? Surtout, qu'est-ce que ça n'apporte pas? On veut tous, et il y a eu une prise de conscience tardive, mais quand même bien réelle, tant mieux, on veut tous réindustrialiser la France. Regardez les réactions des riverains, de la population, quand un projet de construction d'usine ou simplement d'extension d'usine est proposé. Massivement, les riverains et les associations environnementalistes et les associations souverainistes, quand je dis associations, ça peut être des partis, s'opposent à ça. Même principe, même punition, à un moment donné, il faut avoir un courage, c'est d'abord aux politiques de le faire, de dire allons jusqu'au bout de nos raisonnements et prenons des décisions sans les reporter sans arrêt, sans se faire des nœuds dans le cerveau, sans embrouiller les débats avec des petites arrière-pensées politiciennes minables. Et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on sorte du déni, il faut qu'on pose les débats. Bernard Accoyer le fait d'une manière claire, assumée, revendiquée. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins les choses sont dites et c'est argumenté. La troisième horreur que je voudrais dire, qui n'est pas une horreur en définitive, c'est que là aussi, il faut avoir les idées claires. Tout le monde parle de la transition écologique, environnementale, énergétique, mais jusqu'à une période récente, bien peu ont posé des chiffres. Nous l'avons fait. Le MEDEF l'a fait en faisant appel à Rexecode, qui a chiffré d'une manière très argumentée que atteindre la neutralité carbone en 2055 pour la France, et on veut atteindre cette neutralité carbone, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous, ça coûtera chaque année, à partir d'aujourd'hui, 35 à 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires pour les entreprises françaises, à comparer à un montant usuel d'investissement pour nos entreprises de 350 milliards. Donc il va falloir que chacun d'entre nous, avec bien sûr des différences d'un secteur d'activité à l'autre, mais quand même se dise je vais devoir investir 10% de plus chaque année au motif de la transition environnementale. Ça ne réglera pas nos problèmes de compétitivité.
Le hasard des chiffres fait qu'on sait qu'on a un différentiel sur les impôts de production qui est également de 35 milliards d'euros par rapport à la moyenne européenne. La marche est haute, il faut la gravir, mais qui va payer? Qui va payer? Des entreprises elles-mêmes, donc des actionnaires et des dirigeants, des consommateurs, de l'État. Dans le même temps, les particuliers vont, eux, à partir d'un montant d'investissement qui est moindre, de l'ordre de 150 milliards d'euros par an, investir de 15 à 20% de plus par an jusqu'en 2050. Voilà, je pense que le MEDEF a contribué à objectiver ce débat, de sorte que là aussi, on sorte des généralités qui font genre, qui font plaisir, qui sont électoralement porteuses. C'est le rôle du MEDEF, c'est le rôle des entrepreneurs. Nous sommes des gens rationnels, nous sommes des gens, j'en suis convaincu, courageux. C'est notre rôle aussi de poser le débat dans ces termes, pas pour polémiquer, pas pour faire de l'intellectualisme, mais pour aboutir à des solutions. Je peux vous dire, pour l'avoir vérifié encore hier après-midi à Bercy, que quand on pose le débat comme ça, le quoi qu'il en coûte, les bientôt 3 000 milliards de dettes publiques françaises, on les voit d'une manière un peu différente. Et on ne se dit pas on va pouvoir mettre la poussière sous le tapis éternellement. Du courage, du courage. Enfin, quatrième propos très sévère, ce que l'on vit actuellement, c'est quoi? En matière de santé, en matière d'enseignement, le sujet de l'enseignement est absolument fondateur. En matière de politique énergétique, en matière de logement, j'ai évoqué ce sujet. Ce que l'on vit actuellement, c'est quoi? C'est le constat d'une faillite de l'État. On est quand même dans le pays qui a les plus forts prélèvements obligatoires de l'OCDE. Pourquoi pas? Le Danemark a des prélèvements obligatoires énormes. En regard, ce qui nous intéresse, c'est le retour sur investissement, c'est l'efficacité. Et bien sûr, ces sujets qui sont absolument déterminants pour nos entreprises, bien sûr, mais pour le pays, pour son image dans le monde, son rayonnement dans le monde, sa puissance, il faut prendre acte du fait que notre État, qui passe un temps infini à s'occuper de détails, de pinailleries, de petits sujets qui occupent et qui font qu'on a l'impression d'avoir du pouvoir et de l'importance, est passé complètement à côté de ces sujets. Ça n'a pas été le cas à d'autres époques. Là aussi, il faut dire les choses. Nous, on l'a fait. Le MEDEF l'a fait dans le cadre de sa plateforme en perspective des élections présidentielles. Pas non plus pour polémiquer, pas pour dire qu'on est plus fort que les autres, mais simplement pour qu'à un moment donné, on atterrisse et qu'on se dise, recentrons l'État, la sphère publique sur ce qu'elle est supposée faire, qui est essentiel pour le bien public, et qu'à bien des égards, elle ne fait pas. Et je finis donc par une note positive. 4 constats sévères, le message optimiste. Oui, le message optimiste, qui va peut-être vous paraître paradoxal, c'est que le contexte politique dans lequel on est rentré est peut-être une opportunité. Je vous ai entendu sur le sujet, effectivement. Allez un tout petit peu plus loin. Pourquoi? Comment? C'est peut-être, je dis peut-être. Vous avez trop dit. En première lecture, c'est une robuste pagaille et un risque d'immobilisme catastrophique au même moment où à nouveau notre pays doit prendre des décisions lourdes et structurantes. Eh bien, si on est optimiste, et je le suis, je pense que c'est une occasion remarquable et qu'il ne faut pas laisser passer, de sortir d'un parlement godillot, d'un pouvoir très vertical, avec des sachants. Il n'y a pas de connotation politique et encore moins personnelle dans ce que je dis, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Enfin, des gens qui savent tout sur tout, qui décident de tout. Et donc, ce contexte politique doit, en tout cas peut, nous permettre de rétablir un dialogue constructif avec des gens qui sont pas plus importants, mais pas moins importants que d'autres, dont les partenaires sociaux, dont le MEDEF, pour qu'on aille vers des approches, des analyses et au final des décisions plus pragmatiques, plus partagées, donc plus acceptables, parce qu'il y a un énorme enjeu d'acceptabilité sur tous les sujets que je viens d'évoquer, et singulièrement sur la transition environnementale. En tout cas, c'est mon propos final. Nous, on est, avec Geoffroy, dans cet état d'esprit. Cet état d'esprit est partagé par un certain nombre d'autres organisations, y compris syndicales. Et donc voilà, non pas dans un esprit de revanche, non pas pour damer le pion, parce qu'on a besoin d'une classe politique de qualité, on a besoin d'un État fort, mais qu'il soit plus à l'écoute et qu'on fasse entendre très fort nos convictions, nos points de vue, et qu'on participe de manière beaucoup plus inclusive aux décisions. On est convaincu avec Geoffroy que ça va permettre de débloquer un certain nombre de ces situations critiques que je viens de pointer. Ouais. Jean-Luc, juste vous pouvez applaudir si vous voulez, effectivement, j'avais des applaudissements. Si, juste un mot.
Au début, en ouverture d'Assemblée Générale, on disait sans langue de bois, ça c'est fait. Là, avec les propos de Patrick Martin, la dynamique, le ton est donné pour le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bah bien sûr, oui. Mais je ne veux pas redire ce qui a Non, été dit. Vous savez, la dynamique est nous sommes lancée. efficacité avant tout, rationalité, et surtout nos adhérents commencent à avoir soif. C'est ça. Hein. C'était pour lancer l'ouverture. Merci beaucoup de votre attention. Des festivités. Le cocktail. Merci à toute l'équipe pour l'organisation également. Merci beaucoup. Avec plaisir.